En 1922, en Allemagne du Nord, 2 vendeurs de café ont trouvé une ferme où ils voulaient s'en la vendre leurs marchandises. Ils ont cherché la famille de 6 personnes autour de la ferme. La ferme était vide. Plus tard ce jour-là, des voisins sont venus prendre des nouvelles de la famille. Ils ont ouvert la porte de la grange et ce qu'ils ont découvert à l'intérieur allait les hanter à jamais. Si vous souhaitez me suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez le faire sur Twitter à Piqued Interest, où le mot interest s'écrit avec un 1 à la place du i, ou sur Patreon à patreon.com/thatmovieshow. Ce serait également très utile si vous pouviez aimer, vous abonner et partager la vidéo. Merci. Peu avant le meurtre, des événements étranges sont survenus. La domestique de la famille a décidé de démissionner après avoir entendu des bruits dans le grenier. Elle pensait que la maison était hantée et refusait d'y rester. Le père de famille, Andreas, a décidé de fouiller le grenier après avoir entendu ces bruits lui-même. Mais lorsqu'il a vérifié, il n'a rien trouvé, ni personne, même pas de rongeurs. Quelques semaines plus tard, Andreas a trouvé un journal de Munich sur la propriété, qu'aucun membre de la famille n'avait acheté. Andreas a simplement mis cela sur le compte d'une erreur de livraison, pensant que le facteur l'avait déposé sur la propriété par erreur, mais lorsqu'il a interrogé les voisins du coin. Personne dans la région n'était même abonné à ce journal. Quelques jours avant la découverte choquante, Andreas avait vu des traces dans la neige menant de la forêt voisine jusqu'à l'abri à machine et la serrure de la porte avait été forcée. Les traces se sont arrêtées mystérieusement et Andreas n'a trouvé personne dans l'abri. Dans l'après-midi, une nouvelle bonne appelée Maria est arrivée pour remplacer celle qui était partie 6 mois plus tôt. Ce serait à la fois son premier et son dernier jour de travail. Plus tard dans la soirée, Victoria, la fillette d'Andreas, est sortie et s'est rendue à la grange. Pourquoi ? Personne ne le sait. À l'intérieur de la grange, elle a été battue à mort et jetée sur un sol jonché de paille. Peu après, Casilia et sa mère sont aussi sorties de la maison. Elle est entrée dans la grange, où elle aussi a été frappée à l'arrière de la tête et tuée sur le coup. Quand Casilia n'est pas revenue, Andreas est allé à la grange pour la chercher. Il a brusquement ouvert la porte et est entré. Mais avant de voir les corps de sa femme et de son enfant, une pioche lui a transpercé le côté droit de la tête et il est tombé mort près d'eux. Avec les 3 membres adultes de la famille morts, la fille de 7 ans, également nommée Casilia, a suivi les autres membres de la famille dans la grange, d'où elle ne reviendrait jamais, recevant le même coup violent que sa famille. Ensuite, le ou les meurtriers se sont silencieusement glissés dans la maison et sont montés à l'étage, où ils ont trouvé la nouvelle bonne en train de défaire ses affaires, et lui ont enfoncé la pioche dans le crâne avant de laisser son corps sur le sol, mais curieusement l'ont recouverte d'une couverture. L'agresseur est entré dans la chambre où dormait Joseph, 2 ans, seul survivant, dans son berceau. Le meurtrier a levé la pioche une dernière fois, puis... Le petit Joseph ne se réveillerait plus. Pendant les 4 jours suivants, des gens allaient et venaient à la ferme. Samedi, les enseignants remarquent l'absence de Casilia, 7 ans, à l'école, sans prendre d'autres mesures. Le lendemain des meurtres, 2 vendeurs de café visitent la propriété dans l'espoir de conclure un marché, mais repartent un peu après lorsqu'ils ne trouvent aucune trace de présence humaine. Le dimanche à fin sans page, la famille Gruber ne va pas à l'église, ce qui est jugé étrange car c'était habituel. Le fils d'un agriculteur local visite la propriété dans l'espoir d'acheter du saindoux aux Gruber, mais il repart lorsqu'il ne trouve personne. Le lundi, le facteur coince le journal dans la fenêtre de la cuisine, comme toujours. Il remarque mentalement que, pour une fois, la poussette n'était pas présente dans la cuisine comme d'habitude. Mardi, un mécanicien va à la ferme réparer le joint de culasse d'un moteur diesel.
Il fait le tour de la maison et constate que toutes les portes sont verrouillées. Il tente d'attirer l'attention en sifflant pour qu'un membre de la famille sorte et qu'il puisse commencer, mais comme personne ne vient, il commence quand même le travail. Une fois terminé, il remarque la porte de la grange ouverte, pense à regarder à l'intérieur, puis quitte la propriété. Lorenz Schlittenbauer, le voisin, envoie son fils à la ferme après avoir appris que le mécanicien n'a vu personne. Les garçons reviennent avec la même réponse, alors Lorenz et 2 voisins vont sur la propriété. À ce moment, les 3 hommes entrent dans la grange et découvrent les corps de leurs voisins, morts depuis 4 jours. Ils appellent alors la police et attendent son arrivée. En attendant la police, d'autres villageois se rendent à la ferme pour observer la scène. Au début, la police pensait que le crime était motivé par l'argent, peut-être un vol. Ils ont interrogé des vagabonds, colporteurs et habitants, mais ont abandonné leur théorie après la découverte d'une grosse somme d'argent dans la maison. Ils ont déterminé que le meurtrier, quel qu'il soit, était resté plusieurs jours à la ferme après le crime, nourrissant le bétail et mangeant tout le pain. Ils ont aussi laissé de la viande découpée dans le garde-manger. Ils ont ensuite commencé à interroger des personnes qui pouvaient être suspectes, mais au final, personne n'a jamais été tenu responsable des meurtres. Au début, l'arme du crime a été supposée être une pioche agricole en raison du type de blessure infligée, mais aucune arme du crime n'a été retrouvée. Des années plus tard, après résolution d'un litige, les nouveaux propriétaires ont démoli la maison et trouvé la pioche et un vieux couteau rouillé. La pioche a été confirmée comme arme du crime, sans pouvoir être liée à quelqu'un. Parmi les suspects, commençons par Carl Gabriel, le mari de Victoria. Vous avez sans doute remarqué qu'il n'a pas été mentionné, car il aurait été tué pendant la Première Guerre mondiale, mais son corps n'a jamais été retrouvé. Il a été suspecté car des prisonniers de guerre allemands rapatriés après la Seconde Guerre mondiale ont dit que leur libérateur s'était présenté comme le meurtrier de Hinterkaifeck et Karl voulait aller en Russie. Son mobile serait un sombre secret de famille. Joseph, fils de Victoria, avait été conçu et né pendant l'absence de son mari parti à la guerre avant son meurtre. Ceci pourrait éventuellement donner à Karl un mobile. L'identité du père de l'enfant concerne notre prochain suspect. Puis, il y a Lorenz Schlittenbauer, l'un des voisins ayant découvert les corps. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il est suspecté. Lorenz avait une liaison avec Victoria Gabriel, et le petit Joseph, 2 ans, était censé être son fils. Il a aussi eu un comportement suspect juste après la découverte des corps. Premièrement, il avait une clé de la maison et il l'a utilisée pour ouvrir la porte d'entrée et entrer dans la maison, même s'il pouvait encore y avoir un meurtrier à l'intérieur. Quand les voisins ont demandé pourquoi il était entré, il a simplement dit qu'il voulait vérifier si son fils allait bien. Lorenz était également un témoin qui a dérangé les corps sur les lieux, ce qui signifiait que toute découverte médico-légale de son acide désoxyribonucléique sur la scène pouvait être expliquée par le fait qu'il avait déplacé les corps. Mais quel serait son mobile ? Eh bien, Andreas et Victoria avaient en fait été condamnés pour une relation incestueuse quelques années plus tôt, en 1914. Il n'est pas inconcevable que peut-être Lorenz ait supposé que le petit Joseph n'était pas du tout son fils, mais qu'il était en fait le fruit de cette relation incestueuse. Cela pourrait être une raison suffisante pour qu'il se lance dans une tuerie. Le dernier suspect sérieux est un homme appelé Paul Müller, que Bill James, oui, le même Bill James qui a inventé Moneyball, Bill James pense dans son livre « L'homme du train » que Müller est responsable. Müller était l'unique suspect du meurtre d'une famille au Massachusetts en 1897 pas. Müller a traqué la famille la nuit dans leur ferme et les a tous assassinés en leur assénant des coups à la tête avec le côté émoussé d'une pioche. La police a aussi exclu le vol comme mobile, puisque des objets de valeur ont été laissés, comme dans l'affaire Kaifeck. Dans les médias de l'époque, Müller était décrit comme un immigrant allemand, et James affirme que Müller est peut-être rentré chez lui en Allemagne après que des récits de plusieurs meurtres de familles dans différents États, dont 2 en une seule nuit, ont commencé à être rendus publics par les journaux. Le livre de James relie Müller à 14 familles tuées aux États-Unis en 10 ans. Chaque scène de crime portait des marques similaires. Toutes les familles vivant dans des fermes isolées près des voies de ferrée,
ont été tués à coups d'outils agricoles, sans vol. Il couvrait aussi ses victimes d'une couverture. Voici donc la partie autour du feu de camp de la vidéo où je vous partage mes réflexions et opinions basées sur les informations que nous avons vues. Cette affaire est intéressante, je suis ravi qu'on me l'ait proposée. Analysons-la en détail. Comme souvent avec les affaires criminelles non élucidées, la police mérite qu'on s'y arrête. La scène n'a pas été sécurisée comme il se doit, ce qui signifie que toute empreinte ou tout acide désoxyribonucléique retrouvé sur place pouvait être attribué à un simple curieux, rendant ainsi beaucoup plus difficile l'identification d'un suspect grâce à la science médico-légale. Ce qui m'amène à mon deuxième point. La police n'a relevé aucune preuve médico-légale sur place. La collecte et l'analyse de l'acide désoxyribonucléique ainsi que la fiabilité des normes ne sont devenues courantes qu'à partir de 1987. L'acide désoxyribonucléique n'était pas une option, mais les empreintes digitales, de pas, cheveux, etc., étaient déjà utilisées. Or, aucun n'a été prélevé. Je pense que le suspect le moins probable est le mari de Victoria, Carl. Aucune preuve ne confirme qu'il a survécu à la Première Guerre mondiale. En supposant qu'il ait survécu et qu'il soit revenu à la ferme, les gens du coin ne l'auraient-ils pas su? La famille n'aurait-elle pas accueilli leur héros à son retour? Même s'il est rentré en secret à tuer sa famille après avoir appris l'infidélité de sa femme, puis s'est enfui en Russie, pourquoi aurait-il avoué aux prisonniers de guerre être le meurtrier de Hinterkaifeck? Ça n'a aucun sens. J'hésitais entre Lorenz et Müller. Je pense que le fait que Lorenz ait découvert que sa maîtresse avait eu une liaison avec son père et que Joseph, 2 ans, en soit issu, constitue un mobile convaincant, clé pour identifier les criminels. Un autre élément qui va dans ce sens, c'est le fait que tout le monde soit allé à la grange. Au début, l'employé de la police pensait que le bruit d'entraînement des animaux dans la grange avait pu attirer la famille dehors, mais des tests ont montré que, depuis la maison, on n'entendait même pas une personne crier, donc entendre des animaux était impossible. Il est plus probable que quelqu'un que la famille les connaissait les ait conduites là-bas sans. Cela expliquerait pourquoi la première victime fut Victoria, source de son angoisse, et la dernière Joseph, rappel vivant de celle-ci. Il avait un mobile, une clé de la propriété et était proche de la famille, ce qui lui donnait l'opportunité. S'il avait eu une liaison avec Victoria, elle aurait pu lui remettre la clé pour venir discrètement. J'ai du mal à croire qu'il aurait tué Victoria par jalousie, puis assassiné tous les habitants, dont un enfant de 2 ans, peut-être le sien, et une domestique déficiente intellectuelle, qui n'aurait pas été un témoin crédible. Enfin, il y a le suspect de Bill James, Paul Müller. Cette histoire est la plus intéressante pour diverses raisons. C'est une affaire de tueur en série, offrant des aspects fascinants à explorer en psychologie individuelle. Mais aussi, le mode opératoire dans les crimes présumés précédents de Müller correspond très bien au meurtre de Hinterkaifeck. Une forme isolée où une famille vit seule, toutes les victimes assassinées qui vaut à minuit, par des coups à la tête avec un objet contondant et aucune victime laissée en vie. Cependant, il y a quelques incohérences qui ne correspondent pas. Aux États-Unis, les crimes liés à Müller montraient dans Schland des blessures défensives chez les jeunes filles, suggérant qu'il leur faisait plus que les tuer. Or, à Hinterkaifeck, la petite Celia, 7 ans, n'en avait pas. Cette question me hante encore. C'est pourquoi ici. Pourquoi Müller, s'il fuyait les États-Unis pour l'Allemagne, aurait-il choisi Hinterkaifeck? Comment aurait-il même su qu'il y avait une ferme isolée là-bas avec une famille? C'est possible, bien sûr, mais probable? Je ne sais pas. J'ai examiné cela sous plusieurs angles différents et honnêtement, je ne peux pas désigner un suspect de façon définitive. Le manque de preuves concrètes, l'ancienneté des dossiers avec peu à examiner et une partie en allemand difficile à traduire rendent la tâche compliquée. Je ne peux pas désigner un suspect avec certitude. Selon moi, le mobile le plus fort revient à Lorenz. Mais cela dépend entièrement du fait que Joseph ne soit pas son enfant, et aussi qu'il sache que ce n'est pas son enfant. Et il ne pouvait pas le savoir.
D'après toi, qui a tué à Kaifang selon ces indices? Faites-le moi savoir dans les commentaires.